Bonjour, nous sommes à la troisième vidéo, troisième partie de ce séminaire de droit international économique. Nous avons dans les deux précédentes vidéos introduit le séminaire, montré aujourd'hui les défis et les difficultés liées à la contextualisation des normes économiques internationales avec la guerre économique, les tensions et tous les problèmes qui se posent en matière de liberté d'accès au marché, les problèmes tarifaires, les tarifs douaniers, etc. Ensuite, nous avons regardé dans la première partie la théorie générale du droit international économique, articulée sur deux chapitres. Le premier chapitre concernait les questions d'autonomie, d'indépendance du droit international et économique. Le deuxième chapitre portait sur les sources du droit international économique et plus spécifiquement, nous avons détaillé quelles sont les sources conventionnelles, les sources coutumières, les sources contractuelles, les sources interprétatives, en référence à l'article 38, paragraphe 1er du statut de la Cour internationale de justice. Et dans la seconde partie donc, de cet enseignement, nous allons donc regarder 4 points. L'organisation du système économique international, les organisations économiques internationales, le droit à la protection des investissements, et enfin la question de la responsabilité des entreprises dans les relations économiques internationales. Et il faut également signifier que toutes les questions qui sont liées au règlement de litige, nous les avons détachées de ce séminaire parce qu'il y a un séminaire spécifiquement consacré au contentieux international dans lequel est abordée la question du contentieux international économique avec les procédures d'arbitrage devant le CIRDI, devant la Cour arbitrale de Paris et devant toutes les autres instances arbitrales et juridictionnelles compétentes en matière de contentieux international économique. C'est pour ça que nous n'abordons pas, dans le cadre spécifique de ce séminaire, les questions liées au règlement des différends économiques internationaux. Nous les avons renvoyées dans un séminaire qui est dédié à cela. Nous nous limitons donc à évoquer les bases de la responsabilité des entreprises sans rentrer dans les aspects procéduraux de cette question. Donc, nous commençons avec l'organisation du système économique international. Cette organisation du système économique international est d'abord fondée sur l'État, l'État qui est régulateur et acteur majeur de l'économie internationale. L'État, aujourd'hui, en termes de capacité d'intervention, joue un rôle important dans les relations économiques internationales. On ne peut pas le nier, qu'il s'agisse au niveau de l'édiction des règles ou des politiques économiques et commerciales, notamment au niveau de l'adoption des mesures tarifaires ou non tarifaires. L'État joue un rôle important. Donc, le rôle de l'État dans la consécration, l'appropriation et la mise en œuvre des normes économiques internationales est très important. Mais par ailleurs, l'État est également acteur dans l'économie internationale, puisque l'État joue un rôle qu'on ne peut pas dénier aujourd'hui en termes d'accueil des investissements, en termes d'exportation, en termes d'appui aux entreprises, en termes de contrôle des investissements. Sur toutes ces questions-là, l'État a un rôle, est un acteur important du droit international économique. Mais ce qui nous importe spécifiquement ici, c'est d'abord mentionner que tous les États ne sont pas au même niveau sur le plan économique. Il y a donc la distinction à faire entre les pays développés et les pays en développement. Je ne vais pas m'étaler sur les critères divers et variés qui caractérisent les pays en développement. L'on peut simplement mettre l'accent sur leurs revendications parce que il est clair qu'aujourd'hui, les pays en développement estiment que les règles ont été conçues à leur détriment et qu'il est grand temps de faire un rééquilibrage au niveau des règles économiques internationales pour prendre en compte les problèmes qui sont les leurs. Alors, il y a une sorte de remise
à un niveau de la question du nouvel ordre économique international, que ce soit sur le plan du commerce international ou sur le plan monétaire. Il y a nécessité aujourd'hui de s'interroger sur la pertinence des règles telles qu'elles ont été adoptées. Est-ce que ces règles permettent aux pays en développement de participer équitablement au commerce international, de participer équitablement au marché financier, etc. C'est pas sûr. Donc sur ce plan-là, il peut y avoir un débat sur la pertinence et l'adéquation des règles économiques internationales à la situation des pays en développement. Certes, ces règles, comme je l'ai dit précédemment, préconisent le libéralisme, l'ouverture des marchés, le traitement national pour tous les investisseurs, la clause de la nation la plus favorisée qui doit s'étendre à tout le monde. Bref, tous ces principes et toutes ces règles, aujourd'hui, sont auscultés à la lumière de la situation particulière des pays en développement. Ce qui explique d'ailleurs que certains proposent des appartenances à des groupements comme les BRICS, etc., parce qu'on estime que c'est les règles telles qu'elles ont été conçues à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles sont inéquitables, elles sont disproportionnées au regard des capacités réelles des pays en développement. Donc il y a lieu de débat. Le deuxième problème qui nous préoccupe dans le système économique international sont les organisations internationales économiques. Il y a une classification qui est faite des organisations économiques internationales. Alors, cette classification, elle comprend plusieurs variables. Il y a d'abord les organisations intergouvernementales. Dans les organisations intergouvernementales, il y a celles qui sont productrices des normes et celles qui sont productrices des politiques. Et là, on peut déjà constater que tout le monde ne joue pas sur le même ring, je dirais. D'abord, on commencerait par des organisations issues du système de Bretton Woods, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces deux institutions ont été conçues à l'origine dans un esprit de complémentarité pour venir en aide aux États membres qui rencontraient des difficultés soit conjoncturelles, soit structurelles. Soit dans le champ financier, donc c'est le FMI, soit dans le champ du développement et des politiques économiques ou des problèmes d'investissement, c'est la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a une remise en cause de tout cela, il y a des contestations qui s'élèvent ici et là sur la pertinence des politiques qui sont préconisées, des mesures qui sont préconisées par ces institutions. Nous avons une troisième institution, c'est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, héritière du GATT et de l'Organisation internationale du commerce qui avait été préconisée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a jamais vu le jour, qui a été supplantée par le GATT, puis qui est devenue, à partir des accords de Marrakech en 1994, est devenue l'Organisation mondiale du commerce. Cette Organisation mondiale du commerce, qui a son siège à Genève, est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Alors, lorsqu'on parle de l'OMC, les avis divergent. D'abord sur ses règles, ensuite sur ses stratégies, ses politiques, etc. Tout ceci nous amène d'ailleurs à penser que ces organisations ne sont pas neutres. Elles sont soumises à des pesanteurs, à des contraintes, à des interactions qui les amènent à adopter telle mesure ou telle autre. Donc il ne faut pas regarder ces organisations comme des organisations tout à fait neutres, indépendantes, comme il est allégué, mais on voit par exemple le conflit au niveau de l'OMC, en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Donc on voit très bien qu'il y a des pesanteurs géopolitiques, des pesanteurs politiques là-dedans. À cette famille d'organisations internationales multilatérales, on pourrait rajouter quelques organismes, quelques agences qui aussi ont un rôle direct ou indirect dans le droit international économique. Je parlerai par exemple du programme des Nations Unies pour le développement, je pourrais parler de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, je pourrais parler de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Toutes ces organisations-là ont un rôle, des compétences, etc., produisent des règles et qui pèsent dans le droit international économique. Donc ça, ce sont des organisations
internationale universelle. À côté, nous avons des organisations internationales régionales et sous-régionales, qui ont une vocation à accompagner l'intégration économique et commerciale des pays concernés par la région. On pourrait, dans le cadre de l'Afrique centrale, citer l'exemple de la CEMAC et de la CEAC, qui sont deux organisations sous-régionales qui interviennent dans le droit international économique. Alors il y a plusieurs facettes de ces organisations. On peut avoir une zone de préférence douanière, on peut avoir une zone de libre-échange, on peut avoir une union douanière, le marché commun, l'union économique, puis le summum, je dirais, de tout ça, c'est l'union économique et monétaire comme la CEMAC, avec une monnaie commune, avec la liberté de circulation des biens des personnes. Voilà, donc ça sont les facettes des organisations régionales qui doivent être prises en compte dans le droit international économique. Vient alors à s'interroger sur les spécificités de chacune de ces organisations. Chacune de ces organisations a une mission précise et il faut lire les statuts pour comprendre ses compétences et ses missions et ses objectifs. J'ai évoqué le financier avec le FMI, le développement avec la Banque mondiale, mais aussi le PNUD, le commerce avec l'Organisation mondiale du commerce. On aurait pu ajouter la propriété intellectuelle avec l'OMPI même s'il y a aussi un accord au niveau de l'OMC sur la propriété intellectuelle. L'accord sur la propriété intellectuelle interagit avec les textes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. À côté donc de ces organisations internationales, à vocation économique, qu'elles soient universelles ou régionales, nous avons d'autres types d'acteurs. Parce que là, j'ai parlé des instances intergouvernementales, nous avons d'autres types d'acteurs. Et dans la catégorie des acteurs, des nouveaux acteurs du droit international économique, nous avons d'abord les entreprises multinationales qui ont une implantation internationale, avec des filiales, etc., qui aussi ont, au regard de leur puissance économique, un rôle à jouer, qui participent non seulement à la production des normes, mais à la régulation des politiques économiques. Directement et indirectement, nous avons des multinationales comme, par exemple, les multinationales américaines des GAFA, Meta, Google, etc. Mais nous avons aussi des multinationales industrielles, Coca-Cola, ou des entreprises de la construction, des entreprises de l'automobile, Renault, Toyota, etc. Donc, vu leur puissance économique, ce sont des acteurs non négligeables. Puis d'autres puissantes sociétés minières, pétrolières, comme les Total, les Shell, Chevron, etc. Donc, toutes ces entreprises-là ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre du droit international économique, que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan commercial, sur le plan de la coopération industrielle, etc. On pourrait s'étaler longuement là-dessus. À côté des entreprises multinationales, nous avons les ONG à vocation économique. Ces ONG ont plusieurs facettes. Il y a des ONG qui interviennent pour assurer des protections, des revendications, prennent en charge des causes, notamment le travail des enfants, le travail des femmes, la protection de l'environnement, etc. Mais nous avons aussi des organisations corporatistes qui revendiquent la place, par exemple, des groupes d'entreprises dans un secteur donné, qui présentent dans les négociations internationales des problématiques et des propositions pour faciliter leurs adhérents ou leurs membres, etc. Donc, tout ça, ça fait que nous avons tout un paysage diversifié d'acteurs qui interagissent, d'une part, dans la production des normes, et d'autre part, dans la mise en œuvre des règles du droit international et économique. À côté de cela, donc, après avoir vu l'organisation de ce système économique international, on peut regarder dans un deuxième chapitre l'encadrement juridique des relations économiques internationales. Il y a, comme je l'ai indiqué dans les sous, un certain nombre de règles, des principes du droit international et économique. Alors, il y a ce qu'on appelle les principes de base des relations économiques internationales. Ces principes sont fondés sur, d'abord, la liberté des échanges, qui est un principe essentiel pour le droit international économique, parce que sans cette liberté des échanges, rien ne pourrait se faire. Mais il y a des principes également qui s'appliquent dans le cadre interne de chaque État, le principe d'égalité et de non-discrimination,
vis-à-vis de tous les acteurs économiques pour assurer une saine concurrence entre ces acteurs économiques. Et il y a également des principes qui touchent plutôt à la régulation du multilatéralisme. Alors, cette régulation du multilatéralisme se fait au travers d'un certain nombre de principes qui sont consignés dans des conventions ou dans les chartes des organisations internationales. Nous avons par exemple les principes au niveau du GATT qui sont tirés de l'accord de Marrakech. Et là, on a toutes les prérogatives qui ont été accordées à l'Organisation mondiale du commerce pour assurer la gouvernance mondiale du commerce international. Et nous avons quelques règles matérielles qu'on peut trouver dans le cadre de l'OMC. Et ces règles, elles ne sont pas différentes de ce qui existait déjà dans le GATT, sauf qu'elles ont été améliorées et renforcées. Alors, les principes, d'abord, au niveau des négociations, il y a ce qu'on appelle le principe de l'engagement unique, ou principe du paquet. Dès lors que vous vous engagez dans un accord, vous vous engagez pour tout. Et il y a le principe de la force contraignante pour chaque membre. L'article 2, paragraphe 2 de l'accord de l'OMC impose cela. Et il y a aussi tout ce qui concerne, par exemple, le régime juridique des sauvegardes. Toutes les clauses qui permettent de déroger à tel ou tel aspect des règles commerciales internationales. Il faut dire que ce qui attire l'attention aujourd'hui au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est plutôt les problèmes et les difficultés que l'on rencontre dans le règlement des litiges. L'organe de règlement de litiges qui a été mis en place ne fonctionne pas bien en fait. On a vu avec les difficultés qu'il y a au niveau de son instance d'appel, les difficultés à nommer des juges, des controverses politiques, la méfiance qui s'est installée, etc. Il y a aussi enfin la régulation du régionalisme. Alors la régulation du régionalisme, j'ai évoqué, je prendrai simplement l'exemple de l'Afrique centrale. Il y a une intégration monétaire et financière dans le cadre de la CEMAC. Ça, c'est un aspect important de l'accord de la CEMAC avec la Banque centrale, la COBAC, etc. Donc ça, c'est un aspect important. Au niveau plus global de l'Afrique, l'intégration juridique se fait aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELCAF. Le 1er janvier 2021, le traité de la ZELCAF, qui a été signé en 2018 et entré en vigueur le 30 mai 2019, a commencé effectivement à être mis en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes en Afrique à l'ère de la ZELCAF, qui représente quand même un très grand marché de plus d'1,5 milliard de consommateurs, autour de 54 États, c'est beaucoup. Et les objectifs de la ZELCAF sont consignés à son article 3. L'article 3 fixe les objectifs de la ZELCAF. On peut en citer quelques-uns. Il y a d'abord la création des marchés uniques pour les marchandises et les services qui doivent circuler librement sur le continent africain. Il y a la création d'un marché libéralisé, mais qui va se faire avec des cycles successifs et des négociations. On peut parler de la circulation des capitaux, la libre circulation des capitaux et des personnes pour faciliter les investissements. Je rappelle qu'il y a un protocole qui a été adopté en 2003 sur les investissements, qui est un protocole important qu'il faudra connaître. Il y a aussi toutes les questions qui sont liées à la base de création d'une union douanière continentale à mettre en place. Il y a le problème de la compétitivité des États parties. Il y a le problème du développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeur régionales, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Enfin, il y a la question de la résolution des litiges économiques pour accélérer le processus d'intégration. Voilà quelques-uns des objectifs généraux prescrits à l'article 3 de la ZELCAF. Alors, la ZELCAF se fonde également sur quelques principes qui sont consignés à l'article 6. L'article 6 nous parle d'une action conduite par les États membres de l'Union africaine, des zones de libre-échange,
qu'il y a une forme de géométrie variable, une flexibilité, la transparence, la préservation des acquis, le traitement national, la réciprocité, la libéralisation, le consensus et enfin la prise en compte des meilleures pratiques. Donc tous ces principes-là sont consignés à l'article 6. Le défi aujourd'hui de la ZLECAf, les défis, je dirais au pluriel, les défis, il y en a 5 principaux défis. Il y en a plusieurs, mais je pourrais retenir 5 défis. Le premier défi, c'est réussir cette intégration régionale. Nous savons très bien que les économies africaines sont disparates, les niveaux de développement ne sont pas les mêmes entre le Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas la même chose. Donc là, réussir cette intégration continentale est un défi majeur. Le deuxième défi, c'est la question monétaire, parce que l'on ne pourra pas réussir tout ça si on ne règle pas les questions monétaires. On voit tout le débat sur le franc CFA, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais la vraie question c'est avec quelle monnaie on va faire tout ça. Avec quelle monnaie on va faire tout ça. Donc c'est très important de régler ce problème. Alors on envisage une coordination avec la Banque africaine d'exportation et d'importation, ce qu'on appelle Afreximbank, s'inspirant un peu de ce que les Chinois ont. Il y a la mise en place d'un projet de système panafricain de paiement et de règlement, le PAPSS, qui devrait résoudre les difficultés liées à la convertibilité multidevises, parce que les États africains ont des monnaies, il y a beaucoup de monnaies en Afrique qui circulent. On a la question de la convergence des zones monétaires qui existent. Bref, la question monétaire est au cœur du débat de l'intégration africaine. Le troisième défi que je mettrai en lumière, la libre circulation de personnes. On voit déjà les difficultés qu'il y a dans les sous-régions à accepter, à mettre efficacement en œuvre la libre circulation des personnes. On peut imaginer, sur le plan continental, comment réussir ce défi avec l'émission d'un passeport africain, comme certains... Beaucoup d'États africains ont accepté, en principe, mais peu d'États mettent ça en œuvre. Certains ont commencé à accepter, à mettre ça en œuvre, en disant tout ressortissant d'un État africain membre de la ZLECAf peut entrer sur le territoire. Évidemment, pour faire des procédures à la frontière d'obtention d'un visa gratuit, etc. Ou bien certains États demandent à ce qu'il y ait une autorisation de voyage. Bref, les modalités sont encore en essai, mais il y a cette volonté d'aller vers une libre circulation des personnes qui devrait accompagner la mise en place de cette ZLECAf. Le quatrième défi, c'est la détermination et l'acceptation des règles d'origine pour le commerce des marchandises. Parce que comment s'assurer et garantir que tel produit a été effectivement fabriqué dans tel pays africain? Ne s'agit pas-il d'un assemblage simplement de ce qui est venu par exemple de la Chine? Est-ce que c'est vraiment un produit made in Africa? Pour que ce produit bénéficie du régime de la libre circulation des marchandises préconisé par la ZLECAf. C'est tout un débat sur les règles d'origine. C'est quand même une question très complexe et je pense qu'au fur et à mesure des négociations, on va arriver à déterminer au niveau de la coopération douanière ce qu'il faut finalement pour que cette question soit réglée. Enfin, le cinquième et dernier défi de mon point de vue, c'est le règlement des différends. C'est le règlement des différends. Il y a un protocole qui prévoit la création d'un organe de règlement des différends au sein de la ZLECAf avec des directives claires sur sa composition, ses fonctions, ses procédures. Ensuite, ce protocole habilite l'organe de règlement des différends à mettre en place un organe d'appel permanent pour traiter de tous les greffes découlant de première instance. Mais la vraie question, on voit que le règlement des différends économiques n'est pas simple en Afrique. N'est pas simple. Est-ce que les États auront réellement la volonté d'aller vers la mise en place de ce protocole, l'entrée en vigueur de ce protocole? Donc, il faut qu'il y ait manifestement une volonté politique. Parce qu'on ne peut pas garantir la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, une intégration économique, une volonté d'intégration monétaire, sans avoir véritablement au cœur du système un tribunal, c'est-à-dire un organe de règlement de différends, qui est calqué, c'est vrai, sur le modèle
de l'organe de règlement de différends de l'Organisation mondiale du commerce, mais qui n'en reste pas moins un organe panafricain qui devrait apporter des solutions aux problèmes spécifiques de l'Afrique. Voilà les défis que doivent surmonter les pays africains s'ils veulent s'assurer de la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Voilà les points clés à évoquer en ce qui concerne l'organisation, d'une part l'organisation du système économique international et d'autre part les organisations économiques internationales, qu'elles soient universelles ou qu'elles soient régionales, comme la CEMAC, la CEAC et la ZELCAF en ce qui concerne l'Afrique centrale. Je vais donc m'arrêter là pour cette première partie de la première sous-partie de la deuxième partie en ce qui concerne la mise en œuvre. Et dans une dernière vidéo, je vais donc évoquer deux problèmes, celui de la protection des investissements et celui de la responsabilité des entreprises dans le système économique international.